Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire sur l'intelligence artificielle, comment identifier le projet qui fera vraiment une différence pour votre organisation. On ne va pas se le cacher, l'intelligence artificielle, elle est sur toutes les lèvres depuis quelques années maintenant. On a sûrement à peu près tous utilisé l'IA dans un contexte pro depuis sa démocratisation avec l'arrivée de ChatGPT. J'en mettrai ma main à couper que c'est votre cas. Et puis, vous avez même sûrement trouvé des méthodes pour que l'intelligence artificielle elle puisse vous faire gagner du temps au quotidien. Mais au final, comme on le fait tous, c'est rendu le nouveau standard. Donc, pour tenter de garder sa productivité intacte par rapport aux autres joueurs, aujourd'hui, à travers ce webinaire, ce qu'on veut mettre de l'avant, ce sont les vrais projets d'IA, pas juste l'utilisation d'un LLM classique comme ChatGPT ou Claude, par exemple. Alors, c'est vrai que ça peut faire peur d'investir et puis on peut aussi ne pas savoir par quel bout commencer. Et c'est justement pour ça qu'on a décidé de vous proposer un webinaire qui va vous montrer concrètement, en fait, comment choisir le projet qui va faire la différence pour votre organisation. Donc, sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est qu'on aille jeter un coup d'œil à l'agenda du jour pour voir comment nos présentateurs ont décidé justement d'aborder le webinaire du jour. Donc, dans un premier temps, nos présentateurs vont vous expliquer justement la recette pour identifier votre première initiative d'intelligence artificielle. Ensuite, on va vous présenter comment découper justement un projet qui serait ambitieux pour livrer de la valeur rapidement, puis maximiser votre investissement. Et puis aussi, tout au long de ces parties, nos experts, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous donner des exemples qui sont concrets pour que vous puissiez vous faire une idée plus précise de ce qu'on dit d'un point de vue théorique. Donc, ensuite, comme d'habitude, on va aussi vous présenter comment Nexus peut vous aider dans votre projet d'intelligence artificielle. Le but, c'est vraiment pas de vous faire un speech de vente, je vous rassure, mais c'est plutôt de voir dans quelle mesure, puis sur quelle portion, en fait, un expert du domaine pourrait vous aider dans votre quête vers l'intelligence artificielle au sein de votre organisation. Et puis aussi, comme à notre habitude, on va se garder un moment pour répondre à vos questions en fin de webinaire. Donc, si au fur et à mesure, vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à le mettre dans la petite boîte de chat qui est en haut, questions-réponses. Je vais les garder, je vais les mettre de côté, puis je les proposerai à nos présentateurs à la fin pour qu'ils puissent vous répondre. Donc, avant de débuter le webinaire, j'aimerais aussi vous présenter les intervenants qui sont avec moi aujourd'hui. Je vais commencer par Donald. Salut Donald, est-ce que tu veux te présenter? Merci beaucoup, Cheyenne, avec grand plaisir. Donc, mon nom, Donald Brosseau. Je travaille dans l'industrie depuis déjà une vingtaine d'années. Un beau background, un peu touche à tout. Fait que j'ai fait pas mal tous les rôles qu'ils peuvent s'imaginer dans la technologie. Puis je suis plus particulièrement au niveau de l'IA depuis 5 ans. Et ça me fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, pour votre information, moi, j'ai eu une panne de courant. Je ne suis pas chez moi. Fait que ça se peut que je me fasse déranger. Je dois dire comme, hey, je suis occupé. Je viens de vous avertir. Mais je me suis déplacé parce que je trouvais ce webinaire tellement important et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci Donald, puis on enchaîne sur toi, Carl. Est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Carl Genel, lead en intelligence artificielle chez Nexus Innovation. J'ai, comme Donald, quand même beaucoup d'expérience dans le domaine, pas autant, mais une dizaine d'années rendu là, dont au moins la moitié en intelligence artificielle. Donc, je vais plus vous présenter l'aspect concret de vos projets et comment on les réalise. Merci Carl, puis je vais finir par me présenter moi-même parce que j'ai démarré à toute voile dans la présentation du sujet, puis j'ai même pas pris la peine de me présenter. Donc, je suis Cheyenne, puis je suis responsable marketing chez Nexus Innovation. Donc, comme vous l'avez compris, on fait tous partie de la même équipe chez Nexus. Nexus, c'est une firme qui est basée à Montréal. On est une soixantaine d'employés qui va bientôt souffler ses 9 bougies d'ailleurs au mois d'avril. On est des experts des technologies Microsoft, mais pas que. On fait également du développement logiciel sur mesure et puis bien sûr des solutions de données et d'intelligence artificielle. Et puis, si on devait parler un peu plus en détail de notre positionnement par rapport à l'intelligence artificielle, justement, ça fait un moment qu'on en fait de l'IA, mais on a vraiment mis un gros coup de pouce l'an passé pour lancer notre ligne d'affaires aux yeux de tous au salon Stratégie PME. Donc, on était tous déguisés en cow-boy pour révéler au monde qu'on fait de l'IA. Puis ça, c'était un beau jeu de mots, justement, pour pouvoir faire le lien en la matière. Puis on a trouvé que c'était une manière drôle d'amener la chose, parce que c'est ça, Nexus aussi, là, c'est des gens qui, qui ont de l'humour. Et puis, plus récemment aussi, on a eu un bel investissement de 1,5 million de dollars de la part de fonds d'action pour soutenir notre croissance, parce qu'ils croient en notre positionnement comme un grand joueur sur le marché de l'intelligence artificielle au Québec. Donc, voilà, sur ces bonnes nouvelles, maintenant que les présentations sont faites,
Je te rends le micro, Donald, pour parler à nos invités des critères de sélection de leur projet d'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Cheyenne. Donc, cette première partie du webinaire va porter sur comment on peut traduire vos priorités d'affaires vraiment en critères de sélection et de pouvoir définir comment identifier les bons projets ou les bonnes premières opportunités pour votre organisation. Puis dans un premier temps, j'aimerais ça nous ramener à un sujet que je parle toujours, qui sont les 5 conditions de succès. Puis si vous êtes pas à votre premier webinaire avec nous, vous avez déjà vu cette image-là avant, mais j'y reviens parce que pour moi, elle est importante. Puis parce que la base, c'est toujours de répondre à un vrai problème. Donc, qu'on soit en train de faire un projet d'IA ou un projet technologique ou même un projet classique, on veut s'assurer qu'on règle de quoi qui est réel dans l'organisation, que les objectifs derrière sont clairs, puis que les gens qui vont être autour vont être mobilisés, mais engagés. Donc, vraiment là, présents de vouloir le faire avancer. Puis un élément qui est critique en technologie en général, c'est de savoir être itératif, hein, de ne pas manger un éléphant en une seule bouchée, donc de savoir le découper, de commencer petit et de grandir. Puis, il y a une twist supplémentaire qui, pour moi, qui est importante avec l'IA qu'on doit conserver en tête, qui est réussir le test de la une. Donc, admettons que votre projet terminerait à la une du journal. C'est une bonne ou une mauvaise chose. Si vous avez un doute, ça veut probablement dire qu'il y a peut-être des questions à se poser sur comment est-ce que je veux l'adapter, est-ce que je dois faire une stratégie de communication autour, c'est comme une stratégie de gestion du changement. Ce n'est pas nécessairement un showstopper, c'est juste quelque chose qu'il faut garder en tête tout au long de l'aventure. Donc, dans ce que j'ai observé avec les différentes organisations que j'ai travaillées récemment, il y avait 2 grands défis que je vous dirais qui sont ressortis. Le premier, c'est vraiment de connaître c'est quoi l'univers des possibles, qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qui s'applique à mon contexte. Puis le deuxième, c'est, on va souvent se dire, hey, moi, je veux faire d'IA, je ne veux pas manquer la vague. Ou ça va être un cadre qui peut venir du conseil d'administration, du comité exécutif, mais concrètement, c'est quoi le besoin que je veux résoudre avec ça? C'est ça le but de la rencontre aujourd'hui. Donc, on vous propose 5 grandes étapes. La première, c'est de vraiment venir s'ancrer dans vos orientations stratégiques. La deuxième, d'identifier des enjeux possibles que vous pouvez vous inspirer. La troisième, regardez ce qui se fait dans votre industrie. Et finalement, de prioriser vos opportunités pour nous amener vers une prise de décision. Donc, première étape, s'ancrer dans vos orientations stratégiques. Ici, il n'y a rien de sorcier. Ce que vous voulez faire, c'est dans un premier temps aller ouvrir votre planification stratégique. Quelles sont vos grandes ambitions? C'est quoi les grands changements, les grands objectifs que votre organisation va avoir, puis dépendamment de votre type d'organisation, parfois on parle d'une planification annuelle, triennale ou même des fois quinquennale, puis de pouvoir venir ancrer vos priorités par rapport à ça. Fait que si on change de slide, Cheyenne, on va parler de critères qui apportent de la valeur à votre entreprise. Ici, j'ai donné quelques exemples. Ces exemples-là sont récurrents d'une entreprise à l'autre. J'assume qu'ils vont être applicables pour la plupart de vos organisations, mais il peut aussi y en avoir d'autres. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est se dire, quand je vais regarder toutes mes opportunités, comment est-ce que je vais être capable de les dépareiller, de les prioriser les unes avec les autres, et moi, je propose d'utiliser toujours ce qui apporte de la valeur pour pouvoir le faire. On peut parler d'impact financier, soit au niveau de l'augmentation des coûts ou de la réduction augmentation des revenus ou réduction de certains coûts, de réduire des risques opérationnels qui peuvent avoir des enjeux pour l'organisation, d'avoir une contribution directe à certaines priorités ou au positionnement stratégique de l'organisation, la standardisation et la réplicabilité dans certains processus. Puis ça, évidemment, je me doute que c'est le point préféré de Carl, right? Exactement, mais oui, c'est sûr qu'avec la standardisation, c'est comme ça qu'on est capable d'en faire de plus en plus du jour au lendemain. Merci beaucoup. Ouais, fait de fois, c'est de pouvoir répliquer certains processus d'affaires. Il y a le délai de réalisation de la valeur, donc de réduire le time to value. Puis, moi, je demande toujours de considérer aussi l'ampleur de l'impact. Donc, c'est cet élément-là
pluie s'applique sur différents de vos clients ou plusieurs employés ou plus grande d'un point de vue organisationnel. Donc, ça veut dire que l'impact va être plus grand et ça veut dire qu'on veut plus considérer une opportunité par rapport à un autre. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième morceau, c'est comment démarrer son idéation. Hein? Puis pour moi, la clé, c'est on part de nos enjeux parce qu'on se rappelle ce qu'on disait en première slide. On veut répondre à un vrai problème. Première question que je vous propose de vous poser. Si j'avais un seul problème à régler, ça serait lequel? Puis il y en a d'autres qui vont le traduire en disant qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Mais en tous les cas, ça, généralement, c'est un très bon terrain pour dire probablement qu'il y a quelque chose d'intéressant à agir à cet endroit-là. La deuxième question que je vous propose, c'est de définir quels sont les irritants principaux de votre équipe ou même voire de l'organisation. Si c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient sur une base régulière ou qui touche plusieurs équipes, encore une fois, on prend de l'importance en termes de valeur d'un enjeu qu'on pourrait résoudre. Et dans un troisième temps, quels sont les processus qui vous causent le plus de perte de temps? Donc, ce n'est pas nécessairement un irritant, mais vous savez, vous avez un doute que cette étape-là, qui pourrait être, par exemple, un exemple classique serait de traiter les factures pour les comptes à recevoir ou les comptes payables, mais que vous sachiez que vous pourriez réduire en termes de temps de travail. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant à vouloir garder en tête. Une fois que vous avez en tête vos ambitions stratégiques et vos critères de valeur, que vous avez une liste de problématiques réelles que vous vivez, on peut passer à la troisième étape, qui est d'aller se chercher des idées, de s'inspirer à ce qui se fait sur le marché. Puis une façon simple que je peux vous proposer, c'est avec un prompt, hein, que vous le faisiez sur Gemini ou ChatGPT ou sur Copilot, dans lequel vous allez pouvoir indiquer votre industrie, votre secteur d'activité, c'est quoi votre type d'entreprise, votre taille, la zone, bref, des critères comme que vous voyez présentement dans la slide. Et ça va vraiment vous aider à voir qu'est-ce qui s'est fait ailleurs. Ça ne veut pas dire que ça va être 100% applicable à votre organisation, mais ça va déjà vous donner une idée de qu'est-ce qui se fait à l'extérieur des murs de votre organisation et de pouvoir vous en inspirer. D'ailleurs, j'ai préparé un prompt pour vous que vous pourrez utiliser et changer ce qui est entre crochets de votre côté pour pouvoir faire une recherche et vous accélérer là-dedans. Cheyenne me partageait qu'elle pourrait le mettre en attachement d'un courriel en follow-up qui va être envoyé demain. Est-ce que j'ai bien compris, Cheyenne? Exact, ça va être envoyé demain matin. Donc, surveillez votre boîte mail. Si vous êtes inscrit au webinaire, vous pourrez y avoir accès. Exact. Encore une fois, vous pouvez faire vos propres prompts. Ça, c'est juste quelque chose que je vous suggère, un petit accélérateur pour vous permettre de faire une recherche rapidement sans avoir à vous casser la tête. Alors, je me répète, ici, le but, ce n'est pas de faire ce qui est exactement ce qui va ressortir. C'est une façon de vous inspirer, de voir c'est quoi l'univers des possibles dans votre industrie. Et Donald, en s'inspirant du marché, comment on s'assure de ne pas seulement suivre, mais de se démarquer de nos compétiteurs dans ce cas-ci? J'ai envie de dire qu'il faut se ramener à nos différenciateurs. Fait que si vous avez des différenciateurs importants par rapport à votre compétition, c'est à ce moment-là peut-être que vous voulez investir plus de billes, plus de temps pour venir frapper sur ce différenciateur-là qui va vous permettre de vous distancier du marché. Merci pour la question, car c'est très pertinent. Donc, une fois qu'on a l'univers des possibles, qu'on a nos problèmes, on peut passer à comment est-ce que je peux prioriser mes opportunités. Ici, on propose une approche qui est classique. Donc, 4 cadrans dans lesquels on veut venir mesurer la valeur d'affaires basée sur les critères qu'on parlait tantôt. J'ai mis un exemple de 4 critères ici. Donc, augmentation des parts de marché, réduction des risques opérationnels, amélioration de notre principal différenciateur, pour faire une loupe à la question de Carl, et standardisation aux opérations. Et l'autre axe qu'on veut regarder, c'est l'ampleur du changement. Et là, ici, il y a 4 éléments principaux que vous pouvez réfléchir en amont, ce qui va être, par exemple, quel est le niveau de soutien exécutif qui va être nécessaire? Donc, la problématique.
Est-ce que les niveaux d'envie ou d'acceptation de l'opportunité ou de la problématique que vous voulez adresser, est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il va y avoir de la résistance? Puis, une autre question qui est intéressante à se poser, c'est à quel point que l'organisation, votre organisation, a une historique et une expérience en matière de gestion du changement. Donc, plus la problématique va être grande, puis l'historique de gestion du changement elle est petite, ça va probablement augmenter le facteur à cet endroit-là. On a toute l'ampleur de l'adoption. Donc, vous comprendrez que plus on va toucher un nombre d'employés ou un nombre de clients ou qu'on touche plusieurs processus d'affaires, ça va augmenter l'ampleur du changement, au même titre que si jamais il y a un impact sur la culture organisationnelle ou même les postes de travail. Puis les questions que vous pouvez vous poser en termes de maturité technologique, parce que j'assume que ce n'est pas tout le monde ici qui connaît bien la technologie, il y a quand même déjà 2 questions qui peuvent se poser rapidement pour pouvoir s'orienter. La première est toujours, mais c'est quoi mon niveau d'expérience comme organisation à faire des implantations de solutions technologiques ou peut-être même plus particulièrement d'IA? C'est quelque chose à réfléchir. Et l'autre élément, c'est est-ce que pour ce besoin-là, il y a quelque chose autour de la sécurité ou de la conformité? Fait que si vous êtes, mettons, en comptabilité ou dans le domaine juridique, il y a des choses parfois qu'il faut réfléchir, qu'on doit tenir compte pour des éléments très spécifiques et ceci peut faire augmenter le besoin en termes de changement. Et le dernier, c'est la maturité des données. 3 questions très simples, juste pour pouvoir partir à la réflexion. Est-ce que vos données sont bien répertoriées? Est-ce qu'elles sont centralisées? Puis est-ce que c'est quelque chose qui est mis à jour régulièrement ou tout ça est complètement manuel? Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir venir toucher les éléments. Et donc, quand vous avez ça, vous avez votre ampleur du changement pour l'idée. Donc, pour chacune des opportunités que vous avez identifiées, puis que vous avez identifié la valeur d'affaires qui va en être, vous pouvez venir les positionner sur le graphique que vous voyez à l'écran. Moi, j'aime utiliser l'approche qu'on appelle T-shirt size, donc small, large, medium, puis extra large, propre à chacun. Moi, je trouve ça simple parce que je me dis, cette idée-là, lorsque la valeur elle est extra large, je réponds à tous mes critères beaucoup ou de façon moyenne. Et ça, on peut faire la même exercice pour l'ampleur du changement. Et à ce moment-là, on a un portrait de comment mes opportunités se répartissent. On va avoir ce qu'on appelle les gains rapides. Donc, grande valeur, l'ampleur du changement plus petit. Ça, c'est les zones qu'on veut regarder en premier. On est capable de faire des beaux home runs vraiment rapidement. Si la valeur est élevée, mais que le changement aussi est élevé, on va parler généralement de projets porteurs. Et ça, je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus. Carl a une section complète pour parler comment découper des projets porteurs. Les projets où la complexité, l'ampleur du changement et que la valeur d'affaires est faible, on va parler des choses qu'on peut regarder éventuellement, mais je vous proposerai d'attendre. Et quand vous êtes à peu de valeur et beaucoup de changements, mais vaut-il vraiment la peine d'y réfléchir? Donc, c'est quelque chose qui peut être fait dans le grand futur, mais vraiment pas dans l'immédiat. Alors, un exemple, avec un tableau pré-rempli, avec quelques initiatives. Ici, le résultat pourrait être différent d'une organisation à l'autre. Ça se veut vraiment un exemple. On ne vous dit pas exactement comment ça va être positionné au sein de votre entreprise, mais c'est quand même des choses qui reviennent sur une base régulière. Donc, on va prendre l'exemple de gain rapide. Hey, j'aimerais ça être capable de créer des brouillons de courriel automatique. Vous avez un grand volume de courriels qui rentrent. Votre style d'écriture est déjà connu. J'ai plusieurs personnes qui doivent répondre à des courriels. On est capable de générer des brouillons pour des cas spécifiques vraiment rapidement. L'autre exemple que je peux vous donner de gain rapide, c'est la zone de dépôt documentaire intelligente. Donc, tout le monde a un SharePoint, j'assume, ou du moins un outil équivalent pour gérer vos documents. Mais les documents sont partout, les méthodes de données sont pas à jour. Ils peuvent être dans différents endroits de la hiérarchie versus je mets mon document dans une zone de dépôt qui va être lu et on va identifier automatiquement les métadonnées et les mettre au bon endroit dans la hiérarchie automatiquement. Puis dans les projets plus porteurs, les exemples qu'on a mis sont la prévision de la demande, qui est un très grand classique que tout le monde connaît. Donc, il est capable de prédire comment est-ce que je vais vendre quelque chose dans le futur ou comment que les gens vont consommer ce que je vais produire, ou même être capable de faire des estimations automatiques. Donc,
si on avait à prendre une décision sur ce board-là, et moi, ce que moi je ferais personnellement, je prendrais la création de brouillons automatiques, parce que clairement, c'est lui qui a la valeur la plus élevée, et j'irais avec la prévision de la demande. Là, vous allez me dire, Donald, pourquoi prendre la prévision de demande avant l'estimation automatique, right? Oui, comment tu fais cette sélection-là? Comment tu choisis lesquels prendre dans ces deux cadrans-là? Ouais. Personnellement, je choisirais d'y aller avec la prévision de la demande parce que l'ampleur du changement, il est plus bas. Et j'assume que le contexte de mon organisation en termes de changement et de projet technologique est plus bas. Donc, on n'a pas eu tant d'implantation technologique, ce qui veut dire qu'en partant avec un projet qui a une valeur qui est quand même équivalente, mais qui a moins de changements à faire, je pense que ça va être plus simple de pouvoir l'implanter. Puis ça va donc, du coup, augmenter le succès et la réussite de l'initiative ou de l'opportunité ou du problème que je veux résoudre. Puis ici, ce qui est intéressant, c'est que puisqu'on adresse tout ce qui est le plus vers le bas dans l'ampleur du changement, c'est que donc on va assumer qu'on va répondre au critère numéro 3, des 3 facteurs clés qu'on parlait tantôt, d'avoir des humains qui sont engagés, qui vont avoir envie d'être capables de travailler dessus. Et le numéro 4, on s'en rappelle, c'est d'être capable d'être itératif. Et ça, c'est le bout où là, vraiment, vous êtes chanceux. Carl va pouvoir vous expliquer ça dans le détail avec des exemples super concrets. Amigo, je te passe le flambeau. Merci, Donald. Donc, oui, on va accélérer un petit peu le pace et on va tomber plus dans le concret maintenant. Une fois que, comme Donald l'a présenté, on a finalement identifié c'est quoi les projets qu'on veut réaliser, il faut déterminer comment on est capable de les découper, même s'ils sont ambitieux, pour avoir des étapes réalistes qui nous permettent de livrer de la valeur rapidement. Pas d'investir sur un projet qui va prendre 3 ans avant de même pouvoir valider qu'il est possible. Donc, pour faire ça, c'est très important d'avoir une vision à long terme. Peu importe qu'on prenne une initiative à gain rapide ou qu'on ait la vision d'un projet porteur, il faut qu'on soit capable de prévoir où cette solution-là va se rendre dans 3 à 5 ans, puis après ça, découper cette solution-là en petits morceaux. Pourquoi c'est important de faire ça? Principalement parce que ça nous permet de faire des choix technologiques qui ne nous bloquent pas dans le futur pour l'évolution de la solution. Donc, d'un point de vue des projets à gain rapide, ce qu'on veut faire, étant donné qu'on a déjà la vision de comment ça va nous aider immédiatement ou dans les 3 à 6 prochains mois, on veut faire visualiser ça va être quoi la croissance puis l'évolution de cette solution-là. Donc, si on prend l'exemple de la rédaction automatique de courriel, le cas qui revient souvent, c'est qu'on a des personnes clés, des gestionnaires qui n'ont pas le temps de faire la réponse de tous leurs courriels qui rentrent dans leur boîte, donc ils veulent accélérer ça, avoir une forme d'assistant automatique. C'est parfait, c'est définitivement un winner. Par contre, c'est sûr qu'une fois qu'eux ont ça, il y a beaucoup d'autres personnes dans l'organisation qui vont vouloir avoir accès à ça, puis ça, c'est une opportunité d'augmenter l'efficacité de cette solution-là, puis de vraiment tirer le maximum de son investissement. Donc, ça, c'est à plus long terme. Pour un projet porteur, par contre, c'est l'inverse. On a un très gros projet qu'on le sait, c'est quoi la valeur que ça va livrer dans 3 à 5 ans. Par contre, on n'est pas sûr de comment avoir un avantage immédiat ou court terme. La stratégie est beaucoup plus de faire des sous-ensembles de notre objectif final afin d'avoir premièrement un code d'usage qu'on peut tester, mais aussi afin d'aller cibler des éléments clés de l'organisation sur lesquels on peut apporter de la valeur. Donc, dans l'exemple de prévision de la demande, plutôt que de partir en commençant avec l'objectif de prédire la demande sur tous les produits que l'organisation vend, on peut se limiter à seulement le produit le plus populaire, qui va, lui, quand même, comme il est le plus populaire, nous donner plus de retour sur notre investissement rapidement. Donc, comment on évalue ou comment on visualise justement cette complexité-là? C'est vraiment de voir que
plutôt que d'être binaire de « ah, c'est complété » ou « c'est pas complété », la complexité d'une solution est un spectre. Puis on peut toujours prendre une solution excessivement simple, la rendre ultra complexe, ou l'inverse, une solution ultra complexe, livrer quelque chose de simple. Donc, pour une solution simple, normalement, ce qu'on va viser, ce qu'on va avoir comme objectif, c'est d'accélérer le travail de quelques personnes. Donc, les individus clés, tels que les gestionnaires que je mentionnais plus tôt dans une organisation. On n'est pas rendu au point de changer les processus opérationnels. On garde le même processus, mais on veut vraiment l'accélérer. C'est là qu'on va souvent faire des calculs en termes de OK, combien de temps est dépensé présentement pour cette tâche-là? Combien de temps ça va prendre une fois qu'on met en place la solution pour calculer notre retour sur l'investissement? Il n'y a pas beaucoup de requis à ce type de solution-là. On essaie d'éviter de se coincer par rapport à avoir besoin de données internes ou d'avoir besoin d'intégration à d'autres systèmes, etc. Une fois que cette solution-là à gain rapide a été identifiée, après ça, on peut la développer et commencer à faire la conception d'une deuxième version qui, elle, serait plus intégrée avec le reste de l'organisation. Encore une fois, on reste dans garder les mêmes processus organisationnels qu'on avait présentement, sauf que on change un petit peu notre objectif pour optimiser le processus au complet, pas juste le travail de certains individus. Donc, dans ces cas-là, on va viser un groupe d'utilisateurs qui est beaucoup plus large, mais qui reste homogène. Donc, souvent, ça va être, par exemple, tous les gens qui remplissent un rôle en particulier dans l'organisation ou un département au complet qui va commencer à utiliser cette solution-là et utiliser cet outil-là. Étant donné qu'on a plus d'utilisateurs, par contre, c'est sûr que là, on a besoin d'une solution qui est plus robuste, qui est plus évolutive, qui est plus ancrée dans les outils que l'organisation existe déjà, mais aussi des données réelles de travail des différents employés. Ça nous donne quand même quelque chose qui est souvent plus proche de ce qu'on qualifie de MVP, là, qui nous permet de le maintenir puis d'avoir un impact quand même majeur sur l'organisation. Par contre, comme je disais, ça ne révolutionne pas les processus. Le point de révolutionner les processus, c'est là qu'on tombe dans les projets porteurs que Donald a décrit ou une solution complète. Donc, pour ces solutions-là, l'objectif est vraiment de prendre le processus organisationnel et de le remplacer par un qui est majoritairement automatisé. Ça nous permet aussi de souvent libérer des ressources qui sont d'habitude surchargées dans ce processus-là, le processus actuel. Donc, à ce point-là, étant donné qu'on transforme un processus organisationnel, ça affecte aussi l'organisation entière et ou les clients. Il y a toujours des gens il va toujours y avoir un impact final sur les utilisateurs dans le cas de projet porteur. Par contre, pour s'assurer que ça fonctionne et qu'il n'y a pas d'enjeu, justement, sur le reste de l'organisation et sur les clients, c'est là qu'on va avoir une intégration complète à tous les outils de l'organisation, une solution qui est vraiment dynamique, mise à jour de façon constante et basée sur le plus de transactions possibles de l'organisation qui est dans le domaine d'affaires du projet porteur. Une fois qu'on a pris la peine de comprendre ces concepts clés-là, voyons voir comment on met ça en place dans des projets concrets. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les deux exemples que Donald vous a sélectionnés un peu plus tôt. Un qui est un projet à gain rapide et un qui est un projet porteur. Et on va faire l'exercice ensemble de justement comment on découpe ça en solutions concrètes. Donc, la rédaction de courriel automatique, comme on disait, c'est un gain rapide. La solution simple qu'on a identifiée de ce côté-là, qui est, normalement, on regarde une livraison à peu près de 3 à 6 mois, c'est vraiment de générer des brouillons sur demande, donc pas automatiquement basés sur la réception de courriel et pas répondus automatiquement aux clients pour certaines personnes clés, comme on l'a dit plus tôt, ce qui fait qu'on n'a pas de boucle de validation automatique à gérer, on n'a pas d'intégration automatique avec l'arrivée de courriel.
ça nous permet de livrer vraiment plus rapidement, mais le gestionnaire qui, lui, reçoit un courriel qui sait qu'il est quand même assez standard, que ça lui prend du temps dans sa journée qui n'est pas nécessairement utile d'avoir son expertise, ben, il peut cliquer sur un bouton et voilà, ça lui donne un brouillon qui revise très rapidement et puis envoie en réponse à ses clients. Une fois que ça c'est fait, il y a quand même, on s'entend, du temps qui est passé sur générer ce brouillon-là, le réviser manuellement, puis l'envoi. Donc, si on veut réduire ce temps-là et aussi rendre l'outil disponible à d'autres utilisateurs, on va bouger à la solution intégrée, qui, lui, est un assistant pour générer des brouillons automatiquement pour un type de courriel spécifique. C'est sûr qu'on ne veut pas couvrir tous les courriels. Par exemple, si on reçoit des invitations à des rencontres Teams de notre propre équipe, on ne veut pas nécessairement générer des brouillons pour ces courriels-là. Donc, il y a une certaine logique nécessaire de filtrer les courriels qui sont pertinents à générer des brouillons pour. Puis, une fois qu'on a fait ça, là, on peut déployer ça à une plus grande section de l'organisation. Donc, peut-être toute personne qui est en administration, par exemple, ou département des ressources humaines. On veut gérer toutes les demandes de type vacances ou de type slip de paye, par exemple, des choses comme ça. C'est basé, pour cette solution-là, on va vraiment identifier les cas individuels. Donc, pour une demande de soumission d'un client, comment qu'on génère le brouillon, c'est quoi le template en particulier qu'on veut, etc. Et on commence à intégrer quand même une validation de base automatique. Donc, est-ce qu'on respecte ce template-là, etc. Par contre, on garde quand même une validation humaine avant l'envoi pour être sûr qu'on respecte bien notre code d'usage parce qu'on n'a pas de boucle de correction intégrée. Donc, ce n'est pas une solution qui nécessairement va évoluer automatiquement dans le temps, va nécessiter quand même du travail manuel pour évoluer. Si on veut faire ça, si on veut s'assurer que, OK, non, on est assez résilient pour envoyer des réponses automatiquement, puis on n'a plus besoin de mettre à jour cette solution-là sur une base régulière. Là, on tombe beaucoup plus dans la solution complète, qui est le projet porteur pour l'organisation. Ça, on parle beaucoup plus de 24 mois en montant. C'est quelque chose qui va changer notre organisation, ça vaut la peine d'investir là-dedans. Donc, la version complète de ce cas d'usage-là, de rédaction automatique de courriel, on est rendu au point de l'agent autonome qui répond automatiquement au client pour des questions qui sont très variées. Donc, on ne se limite plus à seulement un type de demande. On identifie quand même quel courriel qui valent la peine de répondre, mais on passe au travers de tous les courriels de tous les membres de l'organisation ou de certaines boîtes courriels partagées clés, par exemple, boîte de courriel info à commercial de notre entreprise. On veut avoir des réponses qui sont plus personnalisées que juste ah oui, nous avons bien reçu votre message, ainsi de suite. Mais là, on a besoin de quelque chose d'excessivement robuste parce que, pour revenir à l'exemple de Donald, est-ce qu'on se ramasse à la une? Est-ce qu'on peut se ramasser à la une parce que notre agent a répondu quelque chose qui est potentiellement légalement dangereux? Non. Donc, la robustesse est très, très importante dans la solution complète. Puis ici, je le mentionne, parce que les mois que propose Carl, c'est des mois vraiment où de temps d'utilisation. Ils ne parlent pas nécessairement de temps de développement, mais de vraiment s'habituer à utiliser l'outil. Mais Carl, dis-moi donc, pourquoi c'est aussi important? Moi, j'ai mon low-hanging fruit, j'ai ma petite idée, j'ai mon gain rapide, mais pourquoi c'est aussi important de se projeter? Je veux dire, il y a une raison derrière ça pour laquelle tu nous proposes cette méthodologie de travail-là. Oui, merci, Donald. Dans l'exemple, j'ai utilisé cet exemple-là de rédaction automatique de courriel, vraiment dans le concret. Si, par exemple, on fait partie de l'écosystème Microsoft, on a notre low-hanging fruit, on veut développer un agent, il y a la possibilité de développer cet agent-là à l'intérieur d'un outil qui s'appelle Copilot Studio, qui va être intégré à la Power Platform, qui, lui, nous permet de créer
l'agent et de le distribuer aux employés, même de l'intégrer de façon de base à notre système de courriel. Par contre, cet outil-là est limité en termes de volume de demandes qui peut passer à l'heure. Donc, on a des risques si on étend ça à toute notre organisation, par exemple à 300 employés dans l'entreprise, que l'outil ne soit plus capable de répondre à la demande. Et si c'est le cas, on est obligé de complètement détruire le travail qu'on a fait et le refaire à l'intérieur de la plateforme Azure, qui, elle, a des requis beaucoup plus ardus. Puis souvent, ça va nous impacter dans la prévision du temps de développement de cette solution-là. Parce qu'il va y avoir une semaine, 2 semaines de plus de travail qu'on n'avait pas vu venir. Merci pour la réponse. Puis je me rappelle, l'autre jour, on avait une conversation avec un client, puis tu avais sorti quelque chose de vraiment intéressant qui était « Ne sous-estimez pas l'engouement de ce que vous mettez en place. » Vraiment. Votre solution intégrée va peut-être arriver plus vite que vous l'aviez en tête, parce que si on répond à un vrai problème, ça se pourrait que ça mousse. Là. Exactement. Donc, si quelque chose fonctionne, les gens vont vouloir s'en servir. Il faut toujours penser à ça. Ensuite, ça représente bien, je pense, le cas de gain rapide. Allons pour un projet porteur, donc la prévision de la demande. Là, on va faire l'exercice inverse. On va partir de notre solution complète qu'on a déjà imaginée, puis on va essayer de la déconstruire en livraison plus rapide. Donc, petit rappel, la solution complète, là, on parle vraiment de « Ah oui, on veut prédire tous les produits de l'organisation, ça va être quoi leur demande pour être sûr, par exemple, qu'on est capable d'acquérir le matériel nécessaire pour la production, qu'on n'est pas en manque de stock dans des moments de pic, des choses comme ça. » Mais ça, pour être capable de faire ça, on a besoin d'énormément de données. On a besoin de plusieurs années, 3 à 5 ans d'informations sur toutes les ventes qui ont été faites par l'entreprise. On a besoin d'aller chercher de l'information sur c'est quoi les facteurs externes à l'entreprise aussi qui impactent cette demande-là, potentiellement les ventes des compétiteurs, les événements majeurs au niveau international, des choses comme ça. Est-ce qu'on veut faire ça d'emblée en démarrant le projet? Pas nécessairement, parce que sinon, on ne sera jamais capable d'avoir un retour sur investissement avant facilement le 2 ans plus de développement. Donc, si on veut déconstruire ça, la meilleure stratégie, c'est de faire des sous-ensembles, comme je disais plus tôt. Donc, une version plus simple de ça, qui serait la solution intégrée, serait de prédire la demande pour les produits les plus populaires, la majorité des produits qui respectent un petit peu des règles standards. Fait qu'on oublie tout ce qui est les corner cases, tous les produits qui sont seulement vendus une fois ou 3 mois, par exemple, ou qui touchent seulement une partie très petite de notre clientèle, les produits plus de spécialité. On met ça de côté, on focus sur c'est quoi le core de notre business, c'est quoi qu'on vend régulièrement, qu'on le sait qu'on a déjà du volume constant de ce côté-là. Donc, en faisant ça, ça nous donne vraiment une vision globale de l'organisation, de la demande de l'organisation pour un court moyen terme. On ne vise pas non plus de prévoir l'année prochaine parce que ça rend ça plus complexe. Puis ça demande, oui, des données externes, oui, quand même un historique des ventes, mais étant donné que c'est un produit qui est beaucoup plus acheté, on a beaucoup moins besoin d'aller loin dans le temps, puis on a beaucoup moins besoin de facteurs extérieurs pour être capable de l'identifier. D'un point de vue robustesse aussi, le knowledge d'affaires de nos experts internes va être souvent plus avancé sur ces produits-là. Ça va être plus facile pour eux de reconnaître des mauvaises prédictions, donc on risque moins de se tirer dans le pied si le système fait une erreur dans ses prédictions. Par contre, c'est sûr que ça nécessite quand même une grosse quincaillerie. C'est pas quelque chose qu'on peut sortir rapidement. Par exemple, on peut s'attendre facilement à avoir des 500 gigs et plus de données à traiter. Il y a quand même des coûts majeurs de ce côté-là. Fait que comment qu'on réduit ça?
à quelque chose qu'on peut faire vraiment de façon court terme qui va nous donner un gain rapide, c'est de se focusser encore là sur un plus petit sous-ensemble, donc probablement un groupe de produits clés. Normalement, le meilleur indicateur de pouce que je dirais de ce côté-là, c'est peut-être c'est quoi les produits qui représentent 40% de la business, le 40% le plus de ventes de la business. Est-ce qu'on est capable de se limiter à ces produits-là, puis le plus possible d'avoir un groupe qui est quand même homogène de produits, donc pas des produits qui sont dans des départements complètement séparés. Ça nous permet de limiter l'information qu'on a besoin en entrée à un subset qui est très, très restreint, donc réduire le temps de développement de ce côté-là. C'est aussi beaucoup plus facile à évaluer quand on a seulement un ou deux cas d'usage concrets à évaluer plutôt que d'avoir à chercher, par exemple, des testeurs de 5-6 départements différents dans la compagnie qui réévaluent la solution à toutes les 2 semaines. Au niveau de la validation, encore une fois, comme c'est des produits qui sont encore plus clés, la validation humaine va être beaucoup plus efficace. On est capable de faire des cycles de développement aussi qui sont beaucoup plus courts, ce qui est critique pour des projets à gain rapide. Donc, ça résume un petit peu le processus. J'espère avoir pu vous aider de ce côté-là, puis que vous allez pouvoir appliquer la même chose dans vos explorations de projets potentiels avec l'IA. Maintenant, je vais repasser la balle à Donald qui va pouvoir vous expliquer comment nous, Nexus Innovation, on peut vous aider avec ce genre de solution. Merci beaucoup, Carl. Mais on peut aider à plusieurs spectres. Le premier élément, c'est de pouvoir vraiment identifier et accélérer le potentiel. Si aujourd'hui, on vous propose un outil pour que vous puissiez travailler de façon autonome à identifier des opportunités et des idées, si jamais vous voudriez le faire de façon accompagnée, c'est quelque chose que nous adorons faire personnellement. Et de pouvoir aussi définir comment bien le mettre en place. Des fois, réfléchir avec un partenaire externe juste sur comment est-ce que je découpe mon gros projet, dans quel ordre je devrais le prendre et pourquoi. Donc, on vient d'avoir une exclusivité d'être dans la tête à Carl il y a quelques instants sur comment déconstruire un projet. Sinon, justement, on fait beaucoup de notre pain et notre beurre, notre raison d'être, en fait, c'est de vraiment pouvoir vous aider à aider les humains à travailler sur ce qui compte en vous livrant des solutions de qualité. Donc, planifier le projet, le mettre en place, vous aider à faire la gestion avec vos utilisateurs, donc qu'ils puissent vraiment l'adopter et d'assurer sa continuité par la suite. Donc, on parlait de pétition de la demande tantôt, donc de s'assurer, par exemple, qu'au travers le temps, la pétition reste de qualité et qu'on est capable d'utiliser l'application à son plein potentiel au sein de l'organisation. Donc, on peut vraiment aider de l'idéation à la planification, à la réalisation. Donc, je pense que ça fait pas mal un bon résumé de notre offre et de comment on a envie de travailler avec vous sur des projets s'il y a lieu. Super, merci Donald, merci Carl pour toutes les explications. On va passer maintenant aux questions. On en a quelques-unes qui sont rentrées, donc laissez-moi aller les chercher. Alors, on peut commencer avec la première qui serait, quelle est l'étape la plus importante dans le projet? Phase de lancement, peut-être? C'est une bonne question. Instinctivement, j'ai envie de te répondre. Moi, j'appelle ça la phase du feu vert. C'est quand on démarre un projet, c'est un moment où on veut être capable de rapidement aller regarder la donnée, regarder l'univers des possibles technologiquement, puis de venir démontrer que ce projet-là et que le potentiel de la donnée derrière, il est présent. Puis d'avoir le courage de dire hey, oui, on l'a ou non, on ne l'a pas, parce que trop souvent, on a vu des gens qui sont embarqués dans des projets, puis au final, peut-être que le ROI n'était pas suffisamment présent par rapport à l'effort d'investissement. Pour moi, c'est super important dans une planification comme celle-là, surtout quand on est dans nos premiers projets, on veut capitaliser sur des projets qui ont du retour sur investissement pour créer une mobilisation au sein de l'organisation. La réponse que je donnerais pour ma part. 100% aligné avec toi, à l'exception de peut-être pas oublier, juste identifier le problème. Le projet
théoriquement n'est pas commencé à ce moment-là, mais si on identifie mal le problème de notre organisation, c'est sûr que le projet qu'on va livrer n'apportera pas de la valeur escomptée. Super, merci Carl pour l'ajout. Je pense qu'il y a une question qui va faire du plus par rapport à ce que tu viens de dire. Ça serait, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une vision long terme si on a déjà une vision court terme qui permet d'avoir accès à des gains? Est-ce que c'est absolument nécessaire? Est-ce que ça va ne pas avoir de vision long terme va nous empêcher d'avoir notre solution à gain rapide? Non, mais comme Donald l'a mentionné plus tôt, il ne faut pas sous-estimer l'engouement d'un produit ou d'une solution interne qui est efficace. Le gros problème, si on ne prend pas la peine de faire ça, c'est que, il va y avoir cet engouement-là qui va se créer, puis après ça, les gens vont vouloir s'intégrer puis commencer à utiliser eux aussi cette solution-là. Et soit on ne sera pas capable de livrer, ou le coût de développement supplémentaire à cause qu'on n'a pas prévu notre solution pour cette évolution-là va rendre la distribution à plus d'utilisateurs moins financièrement valable. Donc, on ne veut juste pas créer de la dette technologique pour notre organisation au final. Puis j'ajouterais pour compléter ta réponse, Carl, qui est fort intéressante, l'aspect de voir le ROI sur du plus long terme. Fait que si, par exemple, une idée ou une opportunité qu'on a, on voit qu'on serait capable, mettons, de rembourser l'investissement dans un horizon de 12-18 mois, mais que celui-ci permet de débarrer un projet avec une plus grande envergure et un plus grand potentiel. Si on se ramène un peu tantôt à la planification du proposé, le cadre de comment est-ce que je veux mon gain rapide plus gros, puis qu'on peut voir que ça peut être éventuellement transformateur pour l'organisation, et qu'il y a un gain significatif qu'on n'a peut-être pas vu venir avant, c'est de faire cette projection-là aide à mieux voir comment ce que j'investis aujourd'hui va porter fruit plus tard. Parfait, merci à tous les deux. On y va avec une question qui est très concrète, puis je l'aime beaucoup. Je ne sais pas comment vous allez y répondre, mais en gros, ça serait, est-ce que vous avez des exemples de réalisation de projets d'intelligence artificielle? Elle est large, mais ça peut être intéressant justement de discuter concrètement. Ça pourrait être quoi qui pourrait être applicable dans les entreprises d'ici? Les deux premiers exemples qui me viennent en tête, il y en a un, c'est de travailler avec une équipe de vente, en fait, qui font de la vente spécialisée avec beaucoup de produits. Puis ce qu'on aide l'équipe à faire, c'est de pouvoir, évidemment, vous comprenez que je ne peux pas donner le nom du client aujourd'hui, c'est de pouvoir partir d'appels téléphoniques. Donc, on prend le transcript, ce qu'on appelle en anglais, je ne sais pas ce que le terme français, peu importe. On prend le transcript, puis on est capable de vraiment venir établir des résumés d'appels, venir indiquer c'est quoi les informations clés que l'équipe de vente n'a pas été capable d'aller chercher pour pouvoir faire des appels subséquents par la suite ou faire des relances par courriel, avec toute une mécanique derrière pour appuyer le vendeur. Donc, voici des exemples de clients comparables dans ton organisation, de produits qu'on a vendus qui ressemblaient. Donc, de tout rapporter l'information au vendeur pour qu'il n'ait pas à faire la recherche par lui-même au travers les cas succès, au travers si vous avez beaucoup de produits, c'est encore plus applicable. Vous n'avez pas besoin de passer au travers tout ce qui est disponible à l'extérieur. Et l'autre élément là, que je vous dirais qui est aujourd'hui, j'en aurais trois. On parlait de création de brouillons tantôt. Toute la mécanique de répondre à des courriels automatiquement aujourd'hui est très populaire. On a plusieurs projets qui roulent en ce sens. Et un élément aussi que j'aime bien, c'est une grande marque pan-canadienne aujourd'hui qui ont plusieurs bannières dans plusieurs pays, même, dans leur cas à eux. On les aide à tous être capables d'adapter leur messaging automatiquement en fonction des différentes bannières et des régions géographiques qui vont être adressées dans leur cas à eux. C'est un projet qui est un peu plus marketing dans ce cas-là. C'est les premiers exemples que je vous dirais là, qui me viennent en tête pour le moment. Personnellement, moi, de mon côté, c'est sûr, on a beaucoup justement de cas comme celui que Donald vient de mentionner qui sont basés dans l'utilisation des LLM, qui est
le gros outil populaire présentement qui facilite beaucoup plus côté travail de bureau, mais c'est sûr que personnellement, j'ai un soft spot pour tous les projets qui sont plus relatifs à l'optimisation des processus concrets des entreprises. Puis ça, la prévision de la demande est un morceau qui fait partie de ça, mais en tant que tel, si on regarde par exemple les domaines de la construction, du manufacturing, toute la partie de s'assurer de prévoir les potentiels mandats qui vont être signés, la quantité de matériel qui va être nécessaire pour ça, l'arrivée de ce matériel-là pour s'assurer que ça ne nous coûte pas trop cher d'entreposage pour ce matériel-là parce que je ne veux pas garder du stock en trop, il y a un coût associé à ça. Pour avoir un bon flow de production, puis s'assurer qu'on est capable on ne se fait pas prendre à la gorge par un nouveau mandat qui est alléchant, mais qu'on n'a pas la capacité de production pour remplir. Ça, c'est c'est mon dada, personnellement. Oui, oui. Super. On en a une autre. Bon, c'est une question qui revient souvent. Ça serait, est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée du montant pour un projet d'intelligence artificielle? C'est tricky, ça, comme question à la personne qui l'a posé. Toujours. Oui, et j'ai pas envie de répondre le fameux « ça dépend ». Cependant, je vais vous ramener au ROI. Parce qu'en technologie, on peut investir à l'infini pour avoir de la performance puis avoir quelque chose qui fonctionne bien. Pour moi, l'ordre de grandeur du projet puis du montant que vous voulez investir doit être toujours relatif au retour sur investissement potentiel du projet. C'est quoi le nombre de temps concret là, que je vais sauver? Mes humains sauvent combien de temps? Ça se monétise. Combien de coûts, c'est quoi les revenus supplémentaires que je vais être capable de générer? Et si on a un rapport 1 pour 1, je vous dirais à ce moment-là, mettez le budget pour faire au moins un rapport 1 pour 1 parce que c'est là que vous allez acheter votre potentiel. Puis si le multiplicateur est plus grand, tant mieux. Mais moi, la façon dont j'aime réfléchir, c'est beaucoup en mode ROI. C'est quoi mon gain? Puis ceci devrait justifier l'investissement que j'ai à faire. Parce qu'après, d'un point de vue technologique, on va pouvoir venir un peu comme Carl le proposait tantôt, jauger jusqu'à où qu'on va, qu'est-ce qu'on fait pas pour maximiser le retour sur l'investissement. Moi, ça serait ma réponse. Exactement. Pour ceux à la maison qui ont porté attention, vous aurez remarqué que dans la section d'identification de quel projet on veut faire, il n'y avait pas de notion de complexité de la solution, bien qu'on l'a utilisé pour le découper. Et c'est un peu pour ça que ça ne fait pas partie du processus d'évaluation de est-ce qu'on choisit cette solution-là ou ce projet-là. C'est parce que au final, on utilise la complexité volatile d'un projet afin de s'assurer de viser le degré de complexité qui est optimal pour donner un retour sur investissement. Ça ne veut pas dire que le projet n'est pas faisable, donc il n'y a pas un prix spécifique pour tous les cas. Merci à tous les deux. Puis pour faire du pouce à ce que tu disais aussi, Donald, par rapport au calcul du ROI, je vais vous partager dans le courriel qui arrivera directement dans votre boîte mail demain un article qui a été rédigé par un de nos collègues là-dessus de comment faire ce calcul, puis principalement sur les projets d'intelligence artificielle. Donc si ça peut vous aider dans votre réflexion, ça sera juste à lire et puis faites-nous un retour si jamais vous voulez aller plus loin. On va y aller avec une dernière question pour pouvoir respecter le temps imparti. On a déjà quelqu'un qui nous a dit qu'il a adoré le webinaire mais qu'il doit quitter parce que ça ouvre l'appétit. Donc, on y va avec la petite dernière. Ça serait pourquoi dans la matrice de réalisation, on n'a pas parlé de complexité? Ben, je pense que je viens de le couvrir. Oui, je remets ce que mon ami Carl disait à l'instant. On ne doit pas choisir une initiative sur sa complexité technologique parce comme disait Carl tantôt, il y a un spectre à la complexité, puis on peut venir l'adapter. Mieux vaut vraiment d'abord et avant tout se concentrer sur un réel problème d'affaires qui va avoir un impact au niveau des humains, donc le changement à l'organisation va être plus petit que plus grand. Et en fait, on pourrait établir d'un point de vue technologique comment ça arrive. Et j'assume que la plupart des organisations ont quelqu'un à l'interne qui a une fibre technologique ou un département d'IT
Si jamais ce n'est pas le cas, quand vous avez déjà identifié vos problèmes principaux, ça peut être le bon moment d'aller voir un partenaire externe pour venir faire justement cette évaluation de la complexité technologique-là et définir quel pourrait être le premier morceau. Mais moi, quand je fais cette planification-là, je ne regarde pas d'un point de vue identifier mon potentiel parce que je veux me concentrer sur des vrais problèmes. Super, bah écoutez, c'est ce qui conclut notre webinaire du jour. Comme d'habitude, il va être disponible en rediffusion, là, comme on le disait. Donc, vous allez voir dans votre boîte mail dès demain matin le contenu si vous souhaitez revenir sur des choses un petit peu plus techniques parce qu'on a dit beaucoup de choses dans l'Inté généreux. Donc, si vous avez besoin de revenir dessus, vous pourrez regarder ce webinaire ou si vous voulez le partager à vos collègues aussi, n'hésitez pas. Donc un gros merci à tous d'être restés jusqu'au bout malgré les estomacs qui flanchaient un petit peu sur la fin parce qu'on a tous faim là, rendu à 13h. Et puis un gros merci aussi à Donald et Carl pour la préparation de ce webinaire puis le partage de leur expertise aujourd'hui. Merci beaucoup, Cheyenne, animée de maître comme à l'habitude. Merci. Bon après-midi.